Dans les couloirs dorés du palais de Versailles, au crépuscule d'un jour d'automne de l'année 1743, un prince héritier regardait par la fenêtre de ses appartements avec un sentiment de profonde mélancolie. Louis-Philippe de France, fils unique du roi, observait les paysans qui rentraient chez eux après une journée de labeur dans les jardins royaux. Leurs rires simples et leur liberté de mouvement lui semblaient plus précieux que tous les trésors de la couronne. Mais ce soir-là, quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Ce prince, étouffé par les protocoles rigides et les intrigues de cour, allait prendre la décision la plus audacieuse de sa vie, abandonner temporairement son identité royale pour vivre comme un homme ordinaire parmi le peuple. Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette quête de liberté le conduirait vers un amour interdit qui changerait non seulement son destin, mais aussi celui d'une artisane courageuse de Lyon et de tout un royaume. Cette histoire vraie, enfouie dans les archives secrètes de la monarchie française, révèle comment un prince a découvert que le plus grand pouvoir n'est pas celui de la couronne, mais celui du cœur. Avant de découvrir comment ce prince royal a survécu parmi le peuple et quel destin extraordinaire l'attendait, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette histoire fascinante. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce levé pour ne manquer aucune histoire captivante des cours royales françaises. Votre soutien nous permet de continuer à déterrer ces récits oubliés qui ont façonné l'histoire de France. Louis-Philippe de France avait tout ce qu'un homme pouvait désirer selon les standards de la noblesse du XVIIIe siècle. Richesse incommensurable, pouvoir politique immense, éducation raffinée et la promesse d'hériter du trône le plus puissant d'Europe. Pourtant, à 28 ans, le prince héritier se sentait prisonnier dans une cage dorée, où chaque geste était scruté, chaque parole pesée, et chaque relation calculée selon des intérêts dynastiques. Depuis son enfance, il avait été préparé à régner, mais jamais à vivre véritablement. Les courtisans l'entouraient constamment, souriant de leurs lèvres, mais conspirant dans leurs esprits, cherchant toujours à gagner sa faveur pour leurs propres ambitions. Son père, le roi, était un homme distant et froid, préoccupé uniquement par les alliances politiques et les guerres territoriales, incapable de la moindre affection paternelle sincère. Sa mère était décédée alors qu'il n'avait que 12 ans, emportant avec elle la dernière trace de chaleur humaine dans sa vie palatiale. Les conseillers royaux avaient récemment commencé à organiser son mariage avec une princesse autrichienne qu'il n'avait jamais rencontrée, une union purement stratégique destinée à renforcer les alliances européennes. Cette perspective d'un mariage sans amour, d'une vie entière passée à jouer un rôle plutôt qu'à être soi-même, était devenue insupportable pour Louis-Philippe. Durant les mois précédant sa décision fatidique, le prince avait commencé à observer attentivement la vie au-delà des murs du palais. Depuis les fenêtres de ses appartements donnant sur les jardins de Versailles, il regardait les jardiniers, les artisans et les serviteurs vaquer à leurs occupations quotidiennes. Leur vie lui semblait authentique d'une manière que la sienne ne l'était pas. Ils riaient sans artifice, se disputaient sans protocole diplomatique, s'aimaient sans considération de lignage ou de dot. Cette authenticité lui manquait cruellement. Il avait commencé à lire en secret des récits de voyageurs qui parcouraient la France déguisée, découvrant la vraie vie de leurs sujets. Ces histoires avaient planté en lui une graine d'aspiration impossible. L'idée de marcher librement dans une ville sans être reconnu, de converser avec des gens ordinaires qui ne le flatteraient pas par intérêt, de peut-être même trouver un amour sincère plutôt qu'un arrangement politique, cette idée était devenue une obsession qui consumait ses pensées jour et nuit. Il savait que ce qu'il envisageait était dangereux, scandaleux et potentiellement désastreux pour la stabilité de la monarchie, mais le désir de liberté était devenu plus fort que la peur des conséquences. La nuit du 23e jour de septembre de l'année 1743 marqua le point de non-retour dans la vie de Louis-Philippe. Après avoir passé la soirée à supporter un dîner d'État interminable où l'on discutait des futures négociations avec l'Autriche concernant son mariage arrangé, le prince regagna ses appartements avec un sentiment de désespoir absolu. Il congédia ses valets habituels sous prétexte de vouloir se reposer, ne gardant auprès de lui que son valet personnel le plus fidèle, Étienne Roussel, un homme de 40 ans qui le servait depuis son adolescence. Étienne était l'une des rares personnes en qui Louis-Philippe avait une confiance absolue, car contrairement aux nobles de cour, ce serviteur discret avait toujours fait preuve d'une loyauté désintéressée. Ce soir-là, le prince révéla à Étienne son plan audacieux. Il allait quitter Versailles déguisé en voyageur ordinaire
pour découvrir la vraie France et vivre parmi son peuple sans le fardeau de son identité royale. Étienne fut d'abord horrifié par cette idée dangereuse, mais voyant la détermination inébranlable dans les yeux de son maître et comprenant profondément son malheur, il finit par accepter de l'aider. Ensemble, ils élaborèrent un plan minutieux. Étienne prétendrait que le prince était malade et avait besoin de repos complet, repoussant toutes les audiences et visiteurs pour au moins 2 mois, le temps que Louis-Philippe puisse vivre son aventure. Les préparatifs furent méticuleusement organisés dans le plus grand secret. Étienne se procura discrètement des vêtements simples mais de bonne qualité, appropriés pour un voyageur instruit mais sans fortune excessive. Une veste de drap brun, une chemise de lin blanc, une culotte de laine et des bottes de cuir robustes. Louis-Philippe fit coudre dans la doublure de sa veste 50 louis d'or, une somme suffisante pour vivre modestement pendant plusieurs mois sans éveiller les soupçons par une richesse excessive. Il choisit comme destination la ville de Lyon, située à plusieurs jours de voyage de Versailles, suffisamment éloignée pour que son visage ne soit pas immédiatement reconnu, mais assez importante pour offrir l'anonymat d'une grande cité. Lyon était également réputé pour ses artisans habiles, particulièrement ses tisseurs de soie et ses brodeurs, et le prince était curieux de découvrir comment vivaient et travaillaient ces créateurs qui produisaient les magnifiques étoffes portées à la cour. Il décida de se faire appeler Antoine Moreau, un nom suffisamment commun pour ne pas attirer l'attention. Dans les heures précédant l'aube du 24e jour de septembre, Étienne l'aida à s'habiller dans ses nouveaux vêtements et à dissimuler ses cheveux aristocratiquement coiffés sous un simple chapeau de feutre. Le prince cacha également ses mains, trop blanches et soignées pour un voyageur ordinaire, dans des gants de cuir usés. Alors que les premières lueurs de l'aube teintèrent le ciel de rose pâle, Louis-Philippe quitta le palais de Versailles par une porte de service rarement utilisée, menant aux écuries extérieures. Son cœur battait violemment dans sa poitrine, mélange d'excitation et d'appréhension. Pour la première fois de sa vie, il se retrouvait seul, sans escorte de gardes royaux, sans cortège de courtisans, sans le poids écrasant de son titre. Il avait choisi un cheval brun ordinaire, plutôt qu'un des magnifiques étalons blancs des écuries royales, un animal robuste mais sans distinction particulière qui ne trahirait pas son origine. Alors qu'il chevauchait à travers les brumes matinales, s'éloignant progressivement du palais qui avait été sa prison dorée, Louis-Philippe ressentit pour la première fois depuis des années un sentiment de liberté pure et enivrante. Il ne savait pas encore que ce voyage changerait non seulement sa propre vie, mais découvrirait également les injustices systémiques qui minaient son royaume. Il ignorait qu'à Lyon, une jeune femme au courage exceptionnel l'attendait sans le savoir, une artisane brillante nommée Marguerite Dufresne, qui lui apprendrait ce que signifiait véritablement aimer et être aimé sans calcul ni protocole. La route vers Lyon s'étendait devant lui, poussiéreuse et incertaine, mais remplie de promesses d'authenticité que les corridors de marbre de Versailles ne pourraient jamais offrir. Le voyage de Versailles à Lyon prit 6 jours complets, 6 journées qui transformèrent progressivement le prince en voyageur. Louis-Philippe, ou plutôt Antoine Moreau comme il devait désormais se nommer mentalement, découvrit les réalités d'un voyage ordinaire que sa vie privilégiée lui avait toujours épargné. Il dormit dans des auberges modestes, où les draps étaient rugueux et les chambres partagées avec d'autres voyageurs, mangea des repas simples de pain, de fromage et de soupe aux légumes qui contrastaient fortement avec les banquets royaux de 15 plats et supporta la fatigue physique d'une longue chevauchée sans les pauses fréquentes et les commodités auxquelles il était habitué. Ces inconforts, plutôt que de le décourager, le remplirent d'une satisfaction étrange. Chaque ampoule sur ses mains, chaque muscle endolori de son corps était une preuve tangible qu'il vivait enfin authentiquement. Sur la route, il conversa avec d'autres voyageurs, des marchands, des artisans itinérants, des messagers, et fut frappé par leur franchise directe, si différente du langage codé et flatteur de la cour. Ces hommes et femmes ordinaires se plaignaient ouvertement des taxes excessives imposées par les nobles locaux, des injustices du système judiciaire qui favorisait systématiquement les aristocrates et de la corruption endémique des administrateurs royaux dans les provinces. Lorsque Antoine atteignit finalement Lyon au crépuscule du 30e jour de septembre, il fut immédiatement captivé par l'énergie vibrante de cette cité commerciale. Lyon, deuxième ville du royaume après Paris, était un centre majeur du commerce de la soie depuis plus de 2 siècles, et son activité économique intense créait une atmosphère radicalement différente de l'ambiance formelle et étouffante de Versailles.
Les rues étroites du quartier des Canuts, où se concentraient les ateliers de tissage, résonnaient du claquement rythmique des métiers à tisser et des conversations animées des artisans. Des bannières de soie colorées séchaient aux fenêtres, ondulant dans la brise du soir comme des drapeaux célébrant le travail créatif. Antoine laissa son cheval dans une écurie publique et commença à explorer le quartier à pied, émerveillé par cette ruche d'activité humaine. Les boutiques restaient ouvertes tard, leurs lampes à huile projetant une lumière chaleureuse sur les pavés, tandis que les artisans finissaient leurs commandes et que les marchands négociaient les prix avec une passion théâtrale totalement absente des transactions commerciales froides de la cour. Pour la première fois, Antoine comprit que la vraie richesse de la France ne résidait pas dans les salles de bal dorées de Versailles, mais dans ces ateliers où des mains habiles transformaient des filles ordinaires en œuvres d'art. C'est sur une petite place bordée d'ateliers qu'Antoine aperçut pour la première fois Marguerite Dufresne, et cette vision le figea sur place comme frappé par la foudre. Une jeune femme se tenait devant un étal où étaient exposées des broderies d'une délicatesse extraordinaire, défendant avec une passion féroce la valeur de son travail face à un marchand qui tentait manifestement de la tromper sur les prix. Marguerite avait environ 25 ans, avec des cheveux châtains relevés en un chignon pratique, d'où s'échappaient quelques mèches rebelles encadrant un visage aux traits délicats, mais déterminés. Ses yeux noisettes brillaient d'intelligence et d'indignation, alors qu'elle énumérait avec précision le nombre d'heures de travail minutieux nécessaires pour créer chaque pièce brodée. Elle portait une robe simple de coton bleu délavé, protégée par un tablier de lin taché de traces de teinture, mais sa posture droite et son éloquence révélaient une fierté et une éducation qui transcendaient sa condition sociale modeste. Le marchand, un homme corpulent au visage rougeau, tentait de l'intimider en suggérant que personne d'autre n'achèterait ses créations au prix qu'elle demandait, mais Marguerite ne se laissa pas impressionner. D'une voix claire qui attira l'attention des passants, elle déclara qu'elle préférait brûler son travail plutôt que de le vendre à un prix qui déshonorerait l'art de la broderie et l'insulterait elle-même. Cette intégrité absolue, cet refus de compromettre sa dignité même face à la nécessité économique, éveilla chez Antoine une admiration profonde et immédiate. Le marchand, réalisant qu'il ne pourrait pas manipuler cette jeune femme têtue, finit par partir en grognant des insultes à mi-voix. Marguerite resta immobile quelques instants, les mains tremblantes de colère contenue, puis commença méthodiquement à replier ses broderies avec des gestes soigneux malgré son émotion visible. Antoine, agissant sur une impulsion qu'il ne comprit pas entièrement lui-même, s'approcha de l'étal avec une politesse respectueuse. Il demanda à examiner une écharpe brodée de motifs floraux d'une complexité époustouflante, chaque pétale rendu avec une précision qui rivalisait avec les œuvres des maîtres brodeurs qui travaillaient pour la cour royale. Lorsqu'il en demanda le prix, Marguerite le regarda avec méfiance, habituée aux marchands malhonnêtes et aux clients qui tentaient de négocier abusivement. Elle nomma un prix juste mais élevé, s'attendant à ce qu'Antoine proteste ou tente de marchander. Mais le prince déguisé sortit simplement les pièces nécessaires et les déposa dans sa main, déclarant sincèrement que le travail valait bien plus que ce qu'elle demandait. La surprise et la gratitude qui illuminèrent brièvement le visage de Marguerite touchèrent profondément Antoine. Ils échangèrent quelques mots polis, Marguerite remerciant ce client inhabituel pour sa compréhension de la valeur du travail artisanal, et Antoine s'enquérant de savoir où elle avait appris un art aussi raffiné. Marguerite expliqua brièvement qu'elle avait hérité l'atelier de broderie de sa tante, décédée 2 ans auparavant, et qu'elle luttait depuis pour maintenir l'entreprise face à des conditions économiques de plus en plus difficiles. Elle mentionna avec amertume que le comte Augustin de Villefort, noble local qui contrôlait une grande partie du commerce textile de Lyon, imposait des taxes arbitraires et excessives aux petits artisans comme elle, menaçant constamment de saisir les ateliers de ceux qui ne pouvaient pas payer. Cette révélation choqua Antoine profondément, lui qui ignorait jusqu'alors l'étendue des abus commis par la noblesse provinciale, loin de la surveillance royale. Tandis que la nuit tombait sur Lyon et que les lampes s'allumaient progressivement aux fenêtres des ateliers, Antoine se retira pour trouver un logement, mais il ne pouvait chasser de son esprit l'image de Marguerite défendant son art avec une dignité inébranlable. Il loua une chambre modeste dans une auberge du quartier des Canuts, une petite pièce sous les combles, avec un lit étroit et une fenêtre donnant sur les toits de tuiles de Lyon. Alors qu'il s'allongeait sur le matelas de paille, écoutant les bruits de la ville s'apaiser progressivement,
Antoine réalisa que quelque chose d'important venait de commencer, quelque chose qui dépassait sa simple quête de liberté temporaire. Dans cette artisane courageuse et dans l'injustice qu'elle subissait, il avait entrevu un aspect de son royaume que les rapports aseptisés de ses conseillers ne lui avaient jamais montré, et cette découverte le troublait profondément, tout en éveillant en lui un désir nouveau de comprendre et peut-être même de changer les choses. Les jours suivants virent Antoine s'installer progressivement dans la vie quotidienne du quartier des Canuts, découvrant avec fascination un monde dont il avait ignoré l'existence malgré ses 28 années sur Terre. Il se levait avec l'aube, réveillé non par les valets discrets qui autrefois tiraient les lourds rideaux de velours de sa chambre royale, mais par le vacarme des artisans commençant leur journée de travail, le claquement des métiers à tisser qui reprenaient leur rythme, les voix des marchands criant leurs produits dans les rues étroites. Il prenait son petit déjeuner dans la salle commune de l'auberge, partageant la table avec des tisseurs, des teinturiers et des porteurs, écoutant leurs conversations franches sur les difficultés économiques, les taxes oppressives et les injustices du système qui gouvernait leur vie. Ces hommes et femmes travaillaient 12 à 14 heures par jour pour gagner à peine de quoi nourrir leur famille, tandis que les nobles comme le comte de Villefort accumulaient des richesses immenses sans produire aucune valeur réelle. Cette réalité, que le prince avait toujours connue intellectuellement à travers les rapports de ses conseillers, prenait soudain une dimension humaine et émotionnelle qui le bouleversait profondément. Il se surprenait à penser de plus en plus fréquemment à Marguerite, cherchant des excuses pour repasser devant son atelier situé au rez-de-chaussée d'une maison étroite près de la place où ils s'étaient rencontrés. Le 7e jour d'octobre marqua un tournant décisif lorsque Antoine découvrit Marguerite assise sur les marches de son atelier fermé, le visage enfoui dans ses mains dans une posture de désespoir absolu. Son cœur se serra immédiatement et il s'approcha avec précaution, demandant avec sollicitude ce qui s'était passé. Marguerite leva vers lui des yeux rougis par les larmes qu'elle tentait vaillamment de retenir, puis, peut-être parce qu'elle avait été touchée par sa gentillesse lors de leur première rencontre, elle lui confia sa situation catastrophique. Les hommes du comte de Villefort étaient venus le matin même exiger le paiement immédiat de nouvelles taxes sur les ateliers de broderie, des taxes si exorbitantes qu'elles étaient manifestement conçues non pour générer des revenus, mais pour forcer les petits artisans indépendants à vendre leurs entreprises à des prix dérisoires à des associés du comte. Marguerite avait jusqu'à la fin du mois pour payer une somme de 300 livres, une fortune qu'elle ne possédait absolument pas, où son atelier serait saisi et vendu aux enchères. Elle expliqua avec une voix brisée par l'émotion que cet atelier représentait bien plus qu'un simple moyen de subsistance, c'était l'héritage de sa tante défunte qui l'avait élevée comme sa propre fille après la mort de ses parents dans une épidémie de fièvre lorsqu'elle avait 7 ans. Perdre l'atelier signifiait trahir la mémoire de cette femme qui lui avait tout appris et la condamner elle-même à devenir une ouvrière sans qualification dans une manufacture, perdant son indépendance et sa dignité. Antoine écoutait ce récit avec une indignation croissante, reconnaissant dans ses pratiques l'abus de pouvoir systémique que sa propre classe sociale perpétuait à travers le royaume. Il réfléchit rapidement, pesant ses options. Il aurait pu simplement donner à Marguerite l'argent nécessaire, puisque les 50 louis d'or cousus dans sa veste représentaient largement plus de 300 livres, mais il comprit instinctivement que cette solution serait humiliante pour la fierté de la jeune femme et ne résoudrait pas le problème fondamental de l'injustice légale qui permettait ces extorsions. De plus, un voyageur ordinaire comme Antoine Moreau était censé être, ne pourrait pas disposer d'une telle somme sans éveiller des soupçons sur sa véritable identité. Il se rappela alors ses années d'éducation intensive en droit royal et administratif, toutes ces heures passées à étudier les édits, décrets et chartes qui constituaient le cadre légal complexe du royaume de France. Il existait certainement quelque part dans ce labyrinthe juridique des protections anciennes pour les artisans, des limites au pouvoir de taxation arbitraire des nobles locaux, mais ces lois étaient souvent oubliées ou délibérément ignorées dans les provinces. Une idée commença à germer dans son esprit, un plan qui pourrait non seulement sauver l'atelier de Marguerite, mais aussi établir un précédent qui protégerait d'autres artisans de Lyon contre les abus similaires. Se redressant avec une détermination nouvelle, Antoine regarda Marguerite dans les yeux et lui proposa son aide d'une manière qui surprit même lui-même par sa sincérité passionnée. Il expliqua qu'avant de devenir voyageur, il avait reçu une éducation approfondie, incluant le droit et les procédures administratives,
Une histoire qui n'était pas entièrement mensongère, même si elle omettait des détails cruciaux sur l'identité de ses tuteurs. Il suggéra qu'ensemble, ils pourraient rechercher dans les archives municipales de Lyon d'anciennes chartes royales ou édits qui limiteraient les pouvoirs de taxation arbitraire des nobles locaux. Marguerite le regardait avec un mélange de scepticisme et d'espoir désespéré, se demandant visiblement pourquoi cet étranger mystérieux s'intéresserait à ses problèmes. Antoine, conscient de sa méfiance légitime, ajouta simplement qu'il avait été profondément touché par l'injustice de sa situation et qu'il ne pouvait pas rester indifférent face à l'oppression d'une personne talentueuse et courageuse. Ces mots, prononcés avec une sincérité évidente, touchèrent quelque chose en Marguerite. Après un long moment de silence, pendant lequel elle sembla peser ses options limitées, elle accepta finalement son aide avec une gratitude prudente mais réelle. Ils convinrent de se retrouver le lendemain matin aux archives municipales situées près de l'hôtel de ville de Lyon pour commencer leurs recherches. Les semaines qui suivirent créèrent entre Antoine et Marguerite une collaboration intense qui évolua progressivement vers quelque chose de plus profond et intime. Chaque matin, ils se retrouvaient aux archives poussiéreuses où des registres séculaires étaient conservés dans une salle haute de plafond, aux fenêtres étroites, laissant filtrer une lumière pâle. Antoine, utilisant sa connaissance approfondie du système juridique royal acquise durant sa formation princière, guidait méthodiquement leurs recherches à travers les édits, chartes et décrets accumulés sur plusieurs siècles. Marguerite, de son côté, l'impressionnait constamment par son intelligence vive et sa capacité à saisir rapidement des concepts juridiques complexes, malgré son manque d'éducation formelle dans ce domaine. Elle lisait le latin suffisamment bien, ayant été instruite par sa tante qui était une femme cultivée pour son époque, et sa mémoire des détails était remarquable. Ensemble, ils déchiffraient de vieux documents manuscrits dont l'encre pâlie était parfois à peine lisible, cherchant des précédents historiques qui pourraient protéger les artisans contre les taxes arbitraires. Entre leurs recherches, durant les pauses pour reposer leurs yeux fatigués par la lecture de textes anciens, ils conversaient de plus en plus librement. Marguerite racontait son enfance dans l'atelier de sa tante, apprenant l'art délicat de la broderie, tandis qu'Antoine partageait des récits soigneusement édités de ses voyages, omettant les détails qui révéleraient son origine royale, mais transmettant sincèrement ses observations sur les inégalités du royaume. Un respect mutuel grandissait entre eux, fondé sur l'admiration pour les qualités de l'autre, un respect qui contenait déjà les graines d'un sentiment plus profond. Le 23e jour d'octobre apporta une première victoire modeste mais significative dans leur combat contre l'injustice du comte de Villefort. Après 3 semaines de recherches assidues dans les archives municipales, Antoine et Marguerite découvrirent un édit royal datant de l'année 1687, promulgué par le roi Louis XIV lui-même, qui limitait explicitement les pouvoirs de taxation des nobles dans les villes de commerce, désignées comme centres d'excellence artisanale. Lyon avait été spécifiquement nommé dans cet édit en reconnaissance de l'importance de son industrie de la soie pour l'économie du royaume. Selon ce document juridique largement oublié, les nobles locaux ne pouvaient imposer de nouvelles taxes sur les ateliers artisanaux sans l'approbation préalable du Parlement de Paris, une contrainte procédurale que le comte de Villefort avait manifestement ignorée dans sa cupidité. Antoine réalisa immédiatement la valeur de cette découverte, sachant par son éducation royale que les édits de Louis XIV conservaient toujours une autorité légale considérable, même près de 60 ans après leur promulgation. Ils firent faire des copies certifiées du document par un clerc des archives, puis se précipitèrent pour consulter un avocat réputé du quartier qui confirmait que ce précédent juridique pourrait effectivement être invoqué pour contester les taxes arbitraires imposées par Villefort. La joie et le soulagement qui illuminèrent le visage de Marguerite lorsqu'elle comprit qu'elle avait une chance réelle de sauver son atelier touchèrent profondément Antoine, lui procurant une satisfaction plus intense que toutes les victoires diplomatiques qu'il avait célébrées à la cour de Versailles. Pour fêter cette découverte cruciale, Marguerite insista pour préparer un repas dans son atelier, refusant les protestations polies d'Antoine qui ne voulait pas qu'elle se donne cette peine. Elle disparut dans l'arrière-boutique, qui servait également de logement modeste, et revint avec un panier contenant du pain frais acheté le matin même, un morceau de fromage de chèvre affiné, quelques tranches de saucisson séché et une bouteille de vin rouge de Beaujolais. Ils étalèrent cette nourriture simple sur la grande table de travail de l'atelier, débarrassant soigneusement les broderies en cours
et les fils colorés. Tandis qu'ils mangeaient et buvaient dans la lumière dorée de l'après-midi d'automne qui filtrait par les fenêtres de l'atelier, une intimité nouvelle s'installa entre eux. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, leurs conversations dérivèrent au-delà des questions juridiques et des stratégies pour contrer Villefort. Marguerite parla de ses rêves, d'étendre un jour son atelier, de former des apprentis et de créer des pièces brodées si magnifiques qu'elles seraient recherchées même par la noblesse de Paris. Antoine écoutait avec fascination, admirant cette ambition légitime et cette confiance en son propre talent. Il partagea à son tour, avec autant d'honnêteté qu'il le pouvait sans révéler son identité, sa propre quête de liberté et d'authenticité, son désir de vivre une vie qui aurait du sens au-delà des obligations et des protocoles rigides. Ils riaient ensemble de petites choses, des anecdotes amusantes sur les personnages excentriques du quartier, et Antoine réalisait avec émerveillement qu'il n'avait jamais ri aussi librement de toute sa vie. Alors que le soleil déclinait et teintait le ciel de nuances roses et orangées, Marguerite proposa de montrer à Antoine les bases de l'art de la broderie. Elle installa devant lui un petit métier à broder, tendit un morceau de lin blanc et lui donna une aiguille enfilée de soie écarlate. Avec une patience infinie et des gestes doux, elle guida ses mains inexpérimentées, lui montrant comment faire passer l'aiguille à travers le tissu avec précision, comment maintenir la tension du fil pour créer des points réguliers. Antoine, dont les mains avaient toujours été occupées à signer des documents officiels ou à tenir une épée lors des entraînements militaires, découvrait la difficulté et la beauté de ce travail délicat qui exigeait une concentration totale et une sensibilité tactile extraordinaire. Lorsque leurs doigts se frôlèrent accidentellement au-dessus du métier, tous deux ressentirent un frisson électrique qui n'avait rien à voir avec l'apprentissage de la broderie. Marguerite retira sa main rapidement, rougissant légèrement, mais ses yeux croisèrent ceux d'Antoine pendant un instant, qui sembla s'étirer dans l'éternité. Dans ce regard échangé, quelque chose de profond et d'inexprimé passa entre eux, une reconnaissance mutuelle qui transcendait les mots. Antoine comprit dans ce moment précis qu'il était en train de tomber amoureux de cette femme extraordinaire, non pas de l'amour calculé et diplomatique qu'on attendait de lui à la cour, mais d'un sentiment authentique et irrésistible qui le terrifiait autant qu'il l'exaltait. Les jours suivants virent leur relation évoluer naturellement vers une intimité croissante, même si tous deux semblaient hésiter à franchir le seuil qui transformerait leur amitié en quelque chose de plus. Ils continuaient à travailler ensemble sur la préparation de la défense juridique contre les taxes de Villefort, mais leur rencontre s'étendait maintenant au-delà des heures passées aux archives. Antoine commença à aider Marguerite dans son atelier durant les soirées, non pas dans le travail de broderie lui-même, où elle était la maîtresse incontestée, mais dans les tâches pratiques comme organiser les fils par couleur, préparer les cadres pour les nouvelles pièces, ou tenir les registres de commandes et de dépenses. Cette proximité quotidienne créait une familiarité douce et confortable, ponctuée de conversations profondes sur leurs espoirs, leurs peurs et leurs rêves. Marguerite confiait à Antoine comment la mort de sa tante 2 ans auparavant l'avait laissé profondément seul, sans famille ni protecteur dans un monde où une femme indépendante était vue avec suspicion. Antoine partageait ses propres sentiments d'isolement, bien que prudemment édités, pour ne pas révéler son origine royale, parlant de la solitude qu'on peut ressentir même au milieu d'une foule de gens qui prétendent vous connaître, mais ne voient que votre position sociale. Ces confidences mutuelles tissaient entre eux des liens invisibles mais puissants, créant une compréhension réciproque rare et précieuse. Un dimanche soir du début novembre, alors qu'ils travaillaient tard dans l'atelier éclairé par des chandelles vacillantes, la fatigue accumulée de leurs efforts constants pour préparer la défense juridique les rattrapa simultanément. Ils avaient passé toute la journée à rédiger et copier des documents, à consulter l'avocat et à organiser les témoignages d'autres artisans victimes des mêmes abus de Villefort. Vers minuit, ils s'effondrèrent finalement sur les chaises de l'atelier, épuisés, mais satisfaits d'avoir terminé la préparation complète de leur dossier. Marguerite ferma les yeux un instant, laissant sa tête reposer contre le dossier de sa chaise, et un sourire paisible flotta sur ses lèvres. Antoine la regardait dans la lumière douce des chandelles, admirant la grâce naturelle de son profil, la courbe délicate de son cou, la détermination visible même dans ses traits détendus. Lorsqu'elle rouvrit les yeux et surprit son regard, au lieu de détourner les yeux comme elle l'aurait fait quelques semaines auparavant, elle le soutint avec une intensité nouvelle. Quelque chose dans l'atmosphère changea. Une tension douce
mais irrésistible s'installa entre eux. Antoine se leva lentement de sa chaise et s'approcha de Marguerite, son cœur battant si fort qu'il était certain qu'elle pouvait l'entendre. Il s'agenouilla à côté d'elle, prenant doucement sa main dans les siennes, et dans un murmure chargé d'émotion, il lui confia qu'elle était devenue la personne la plus importante de sa vie. Marguerite, les yeux brillants de larmes contenues, répondit dans un souffle qu'elle ressentait la même chose, que sa présence avait transformé sa solitude en joie et son désespoir en espoir. Ce fut Antoine qui combla finalement la distance entre eux, se penchant pour l'embrasser avec une tendresse révérencieuse, comme si elle était infiniment précieuse et fragile. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui contenait toute la passion retenue des semaines précédentes, un baiser qui scellait un engagement émotionnel profond, même si les mots n'avaient pas encore été prononcés. Marguerite entoura son cou de ses bras, répondant au baiser avec une ferveur égale qui révélait la profondeur de ses propres sentiments. Lorsqu'ils se séparèrent finalement, restant très proches l'un de l'autre, leurs fronts se touchant, tous deux savaient que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Antoine était submergé par un mélange d'exaltation et de culpabilité déchirante, sachant qu'il aimait cette femme de tout son être, mais qu'il lui cachait encore la vérité fondamentale sur son identité. Marguerite, de son côté, s'abandonnait avec confiance à ce sentiment nouveau et merveilleux, croyant aimer un voyageur instruit mais sans fortune, ignorant totalement qu'elle avait donné son cœur à l'héritier du trône de France. Cette nuit-là, Antoine raccompagna Marguerite jusqu'à sa chambre située au-dessus de l'atelier, s'attardant dans l'embrasure de la porte pour un dernier baiser tendre avant de retourner à son auberge. Alors qu'il marchait dans les rues endormies de Lyon sous un ciel étoilé, il était déchiré entre un bonheur intense et une angoisse croissante, conscient que sa vie double ne pourrait pas continuer indéfiniment. Les semaines qui suivirent furent les plus heureuses de la vie d'Antoine, malgré l'ombre du secret qui planait constamment au-dessus de leur amour naissant. Lui et Marguerite ne cachèrent plus leurs sentiments, bien que par respect des convenances sociales et de la réputation de Marguerite dans le quartier, ils maintenaient une certaine discrétion publique. Leur journée prenait un rythme doux et satisfaisant. Ils travaillaient ensemble le matin sur les derniers préparatifs avant l'audience juridique qui devait avoir lieu à la fin novembre, déjeunaient simplement de pain et de fromage dans l'atelier, puis Antoine aidait Marguerite dans son travail de broderie l'après-midi, tandis qu'elle lui racontait l'histoire derrière chaque motif traditionnel qu'elle créait. Le dimanche, jour de repos où les ateliers fermaient, ils exploraient ensemble Lyon et ses environs, marchant le long des berges de la Saône, visitant les petits marchés de quartier, ou simplement s'asseyant sur un banc public pour observer le monde passé. Antoine découvrait les joies simples qu'il avait toujours ignorées à Versailles. Partager un morceau de tarte aux pommes acheté à un vendeur de rue, écouter un musicien ambulant jouer du violon sur une place, sentir la main de Marguerite serrée dans la sienne tandis qu'il marchait, sans destination précise. Ces moments ordinaires étaient pour lui plus précieux que tous les banquets royaux et bals somptueux de sa vie antérieure. Marguerite, de son côté, s'épanouissait sous l'attention affectueuse et le soutien constant d'Antoine, retrouvant une joie de vivre qu'elle avait perdue depuis la mort de sa tante. Le 28 novembre de l'année 1743 marqua un tournant décisif dans le combat de Marguerite contre l'injustice du comte Augustin de Villefort. L'audience devant les magistrats municipaux de Lyon avait été fixée à 9 heures du matin, dans la grande salle du palais de justice, un bâtiment imposant situé près de la place des terreaux. Dès l'aube, Antoine et Marguerite se préparèrent avec un soin méticuleux, conscients que cette confrontation juridique déterminerait non seulement le sort de l'atelier, mais établirait également un précédent pour tous les artisans de Lyon, opprimés par des nobles corrompus. Marguerite portait sa meilleure robe, un vêtement de laine bleu foncé qu'elle avait elle-même brodé de motifs discrets mais élégants au col et aux poignets, une démonstration subtile de son talent. Antoine l'avait aidé à organiser tous leurs documents dans un ordre parfait, les copies certifiées de l'édit royal de 1687, les témoignages écrits d'une douzaine d'autres artisans victimes des mêmes taxes arbitraires et les registres financiers de l'atelier prouvant que les sommes exigées étaient disproportionnées par rapport aux revenus de Marguerite. Tandis qu'ils marchaient ensemble vers le palais de justice, dans l'air froid du matin, Antoine serrait la main de Marguerite pour lui transmettre du courage, sentant ses propres nerfs tendus par l'importance de ce moment. La salle d'audience était une pièce haute de plafond, aux murs lambrissés de chênes sombres,
dominé par une estrade où siégeaient 3 magistrats en robe noire bordée de fourrure. Des bancs de bois alignés accueillaient les parties en litige et leurs représentants, tandis qu'une galerie publique permettait aux citoyens d'assister aux procédures. Lorsque Marguerite et Antoine entrèrent, accompagnés de leur avocat, maître Jacques Beaumont, la salle était déjà aux 3/4 remplie, car la nouvelle de cette confrontation entre une artisane courageuse et un noble puissant avait circulé dans tout le quartier, attirant la curiosité et le soutien silencieux de nombreux artisans. Le comte Augustin de Villefort fit son entrée quelques minutes plus tard, avec une arrogance théâtrale, accompagné d'une escorte de 4 avocats vêtus de robes coûteuses. Villefort était un homme dans la cinquantaine, corpulent et rougeau, avec des yeux petits et calculateurs enfoncés dans un visage marqué par l'excès de bonne chair et de vin. Il portait un habit de velours pourpre brodé de fils d'or, une démonstration ostentatoire de richesse, destinée à intimider, et sa perruque poudrée était si élaborée qu'elle semblait presque grotesque. Son regard balaya la salle avec un mépris évident pour le public d'artisans et de commerçants, puis s'arrêta sur Marguerite avec une expression de dédain amusé, comme s'il ne pouvait concevoir qu'une simple brodeuse puisse représenter une menace réelle pour son autorité. L'audience commença par la présentation des faits par le greffier du tribunal, énumérant d'une voix monotone les taxes imposées par le comte de Villefort et la contestation déposée par mademoiselle Marguerite Dufresne. L'avocat de Villefort se leva ensuite, un homme mince et sévère nommé maître Alphonse Girard, qui présenta l'argument du comte avec une rhétorique complexe et intimidante. Il argumenta que le comte, en tant que seigneur possédant des droits féodaux historiques sur une partie des terres commerciales de Lyon, avait l'autorité légitime d'imposer des taxes pour l'entretien des routes et la sécurité du quartier, bénéfices dont tous les artisans profitaient. Il suggéra avec condescendance que mademoiselle Dufresne, bien que sans doute talentueuse dans son art modeste, manquait de la compréhension sophistiquée nécessaire pour apprécier les complexités de l'administration seigneuriale. Cette attitude paternaliste et méprisante fit bouillir le sang d'Antoine, qui serrait les poings sous la table pour contrôler sa colère. Mais il savait qu'il devait rester calme et se concentrer sur les arguments juridiques plutôt que de réagir émotionnellement aux provocations. Maître Beaumont, leur avocat, se leva ensuite pour présenter la défense de Marguerite, commençant par établir que les taxes imposées n'étaient pas des redevances féodales traditionnelles, mais des inventions récentes, sans précédent historique, créées arbitrairement par Villefort pour enrichir son propre trésor. Ce fut alors qu'Antoine se leva avec l'autorisation de maître Beaumont pour présenter l'élément central de leur défense, l'édit royal de 1687. Un murmure parcourut la salle lorsque ce jeune homme que beaucoup connaissaient comme un simple voyageur aidant mademoiselle Dufresne se mit à parler avec une éloquence et une maîtrise du langage juridique qui dépassèrent de loin ce qu'on attendrait d'un roturier ordinaire. Antoine présenta le document au magistrat avec une déférence respectueuse mais une confiance évidente, expliquant avec clarté et précision comment cet édit royal établissait explicitement que Lyon, en tant que centre d'excellence artisanale reconnu par la couronne, jouissait de protection spéciale contre les taxes arbitraires imposées par la noblesse locale. Il cita de mémoire des passages entiers de l'édit, démontrant une familiarité avec les textes juridiques royaux qui impressionna visiblement les magistrats. Son accent, bien qu'il s'efforçait de le modérer, conservait les intonations raffinées de l'éducation aristocratique, et sa posture naturellement droite et autoritaire révélait des années de formation à la cour royale, bien que personne dans la salle ne fasse encore le lien avec sa véritable identité. Antoine expliqua ensuite avec une logique implacable que les taxes imposées par le comte de Villefort violaient directement cet édit royal, puisqu'elles avaient été établies sans l'approbation préalable du Parlement de Paris, une procédure obligatoire selon le document historique. Il conclut en argumentant que si les magistrats permettaient à ces taxes illégales de rester en vigueur, ils établiraient un précédent dangereux qui minerait l'autorité royale elle-même et ouvrirait la porte à l'anarchie administrative où chaque noble local pourrait ignorer les édits du roi selon son bon plaisir. Le comte de Villefort, dont le visage était devenu progressivement plus rouge durant cette présentation brillante, se leva brusquement avec une colère mal contenue. Il commença à protester bruyamment, affirmant que ce voyageur mystérieux n'avait aucune autorité pour interpréter les édits royaux et insinuant que les documents présentés pourraient être des contrefaçons. Mais les magistrats,
ayant examiné attentivement les copies certifiées par les archives municipales, confirmèrent leur authenticité indiscutable. Le juge principal, un homme âgé nommé M. Honoré de Fontaine, connu pour sa réputation d'intégrité, posa plusieurs questions pointues à l'avocat de Villefort concernant l'absence d'approbation parlementaire pour ces taxes. Les réponses évasives et l'arrogance défensive du représentant du comte ne jouèrent pas en sa faveur. Après une délibération qui sembla durer une éternité, mais ne prit en réalité qu'une demi-heure, les magistrats rendirent leur verdict. Ils statuèrent que les taxes imposées par le comte de Villefort violaient effectivement l'édit royal de 1687 et ordonnèrent leur annulation immédiate, non seulement pour l'atelier de Marguerite, mais pour tous les artisans de Lyon qui avaient été similairement taxés. De plus, ils ordonnèrent au comte de restituer les sommes déjà collectées au cours de l'année précédente. La salle explosa en applaudissements et acclamations de la part des artisans présents dans la galerie publique, tandis que Villefort quittait la salle avec une rage à peine contenue, lançant un regard de haine pure vers Antoine et Marguerite. Marguerite, submergée d'émotion et de soulagement, se tourna vers Antoine et l'embrassa spontanément devant toute l'assemblée, trop heureuse pour se soucier des convenances. Mais Antoine, même dans ce moment de triomphe, ressentait une inquiétude grandissante, en voyant l'expression malveillante sur le visage de Villefort alors qu'il sortait. Il savait par son expérience de la cour que les nobles puissants et humiliés publiquement pouvaient être dangereux, et que cette victoire, bien que juridiquement solide, pourrait avoir des conséquences imprévues. Les jours qui suivirent la victoire au tribunal furent remplis de célébrations dans le quartier des Canuts, où Marguerite et Antoine étaient devenus des héros locaux, ayant osé défier un noble corrompu et gagné. Des artisans qu'ils ne connaissaient même pas les arrêtaient dans les rues pour les remercier, leur offrir un verre de vin ou partager des pâtisseries. L'atelier de Marguerite connut un afflux de nouvelles commandes, des clients impressionnés par son courage voulant soutenir son entreprise. Pour la première fois depuis la mort de sa tante, Marguerite se sentait véritablement enracinée dans une communauté solidaire et son bonheur était palpable. Antoine partageait cette joie, mais avec une ombre croissante d'anxiété qu'il tentait de dissimuler. Il savait que son absence prolongée de Versailles ne pourrait pas passer inaperçue indéfiniment, et que tôt ou tard son père ou les conseillers royaux exigeraient son retour. De plus, l'attention publique accrue qu'il recevait suite à son rôle dans le procès augmentait les risques que quelqu'un reconnaisse son visage, malgré ses vêtements simples et sa tentative de passer inaperçu. Chaque nuit, seul dans sa chambre d'auberge, il luttait avec sa conscience, sachant qu'il devrait bientôt révéler la vérité à Marguerite ou risquer qu'elle la découvre de la pire manière possible. La situation prit un tour critique dans la nuit du 6 décembre, lorsqu'Étienne Roussel, le valet fidèle qui avait aidé Antoine à s'échapper de Versailles et qui couvrait son absence depuis plus de 2 mois, arriva secrètement à Lyon avec des nouvelles urgentes. Antoine avait convenu avec Étienne d'un système de communication discret. Si une urgence royale survenait, le valet devait voyager personnellement à Lyon et laisser un message codé à l'auberge où logeait le prince. Cette nuit-là, lorsque Antoine rentra tard après avoir passé la soirée avec Marguerite, l'aubergiste lui remit une note portant le code convenu. Son cœur se serra immédiatement. Il trouva Étienne qui l'attendait dans une taverne discrète près des quais de la Saône, et les nouvelles que le valet apportait étaient aussi graves qu'Antoine l'avait craint. Le roi, son père, avait ordonné son retour immédiat à Versailles pour finaliser les négociations matrimoniales avec la princesse autrichienne Marie-Thérèse de Habsbourg. Les ambassadeurs autrichiens arriveraient à Versailles dans 3 semaines pour la signature officielle du contrat de mariage, et l'absence du prince héritier à cette occasion créerait un scandale diplomatique majeur. Étienne expliqua dans un murmure urgent que la supercherie de la maladie du prince commençait à susciter des soupçons à la cour, et que certains nobles curieux avaient tenté d'entrer dans les appartements royaux pour vérifier son état, et fort qu'Étienne avait à peine réussi à déjouer. Antoine écouta ces nouvelles avec un sentiment de désespoir écrasant, réalisant que le temps idyllique qu'il avait partagé avec Marguerite touchait inévitablement à sa fin. Étienne, voyant la détresse évidente de son maître, demanda doucement s'il avait trouvé ce qu'il cherchait durant son temps parmi le peuple. Antoine répondit avec une sincérité déchirante qu'il avait trouvé bien plus que cela. Il avait découvert l'amour véritable, un sentiment qu'il n'avait jamais imaginé pouvoir ressentir, et maintenant, il devait choisir entre son cœur et son devoir envers le royaume.
Étienne suggéra prudemment que peut-être le prince pourrait expliquer la situation à son père, demander un délai dans les négociations matrimoniales, voire même explorer la possibilité radicale d'épouser une roturière plutôt qu'une princesse étrangère. Mais Antoine secoua la tête avec amertume, sachant que son père, le roi, ne comprendrait jamais une telle demande et que la cour considérerait un mariage avec une artisane comme un scandale insupportable qui affaiblirait la position de la monarchie. Les mariages royaux étaient des outils diplomatiques, pas des questions de sentiments personnels. Étienne conseilla alors à son maître de révéler immédiatement la vérité à Marguerite, argumentant que si elle l'aimait vraiment, elle comprendrait la complexité de sa situation et qu'ils pourraient ensemble trouver une solution. Mais Antoine hésitait, terrifié par l'idée que Marguerite se sente trahie et manipulée, qu'elle voit rétrospectivement leur relation entière comme une imposture cruelle d'un prince s'amusant avec les sentiments d'une roturière. Les jours suivants furent une torture pour Antoine, déchiré entre le désir de prolonger le bonheur de son temps avec Marguerite et la nécessité urgente de prendre une décision sur son avenir. Il passait chaque moment avec elle comme si c'était le dernier, gravant dans sa mémoire chaque détail de son visage, chaque intonation de sa voix, chaque geste de ses mains habiles, travaillant sur ses broderies. Marguerite, avec son intuition féminine, sentait que quelque chose troublait profondément Antoine, mais lorsqu'elle l'interrogeait avec sollicitude, il évadait ses questions avec des excuses vagues sur des préoccupations concernant son avenir. Une soirée particulièrement touchante eut lieu le 10 décembre, lorsque Marguerite offrit à Antoine un cadeau qu'elle avait créé en secret durant les semaines précédentes. Une écharpe de soie blanche brodée avec un motif complexe, représentant un paysage de Lyon vu depuis les collines environnantes, avec la Saône serpentant à travers la ville et les toits des ateliers du quartier des Canuts, minutieusement rendus en fils de couleurs subtiles. Elle expliqua avec une émotion évidente que cette pièce symbolisait leur temps ensemble dans cette ville qui avait été le théâtre de leur rencontre et de leur amour. Elle voulait qu'ils gardent toujours cette écharpe comme un rappel de leur bonheur, peu importe où ces voyages futurs le conduiraient. Antoine, profondément ému et submergé de culpabilité, accepta le cadeau avec des mains tremblantes, comprenant l'ironie déchirante que Marguerite ne savait pas à quel point cette écharpe deviendrait bientôt son seul lien tangible avec elle. Mais pendant qu'Antoine luttait avec son dilemme personnel, un danger d'une nature différente se développait dans l'ombre. Le comte Augustin de Villefort, humilié publiquement par sa défaite au tribunal et obligé de restituer des sommes considérables aux artisans de Lyon, brûlait d'un désir de vengeance contre ceux qui l'avaient défié. Il était particulièrement obsédé par l'identité du mystérieux voyageur qui avait présenté la défense juridique brillante de Marguerite Dufresne. Quelque chose dans l'éloquence, l'éducation évidente et le maintien naturellement aristocratique de cet Antoine Moreau avait éveillé les soupçons de Villefort. Un noble qui avait vécu toute sa vie dans les cercles de l'aristocratie française développait un instinct pour reconnaître ses pairs, même déguisés en roturiers. Villefort ordonna discrètement à plusieurs de ses agents de mener une enquête approfondie sur ce mystérieux voyageur. D'où venait-il exactement? Quelle était sa famille? Comment un simple roturier pouvait-il posséder une connaissance aussi approfondie du droit royal et des procédures de cour? Ces espions commencèrent à surveiller Antoine, notant ses habitudes, ses fréquentations, cherchant toute anomalie qui pourrait révéler un secret caché. L'attention particulière de Villefort fut attirée lorsqu'un de ses agents rapporta avoir vu Antoine rencontrer secrètement un homme bien vêtu dans une taverne près des quais. Un homme dont les vêtements et les manières suggéraient qu'il était un serviteur de la haute noblesse ou même de la cour royale. Cette observation mit en branle une série d'investigations plus intensives qui allaient bientôt révéler la vérité explosive sur l'identité réelle d'Antoine Moreau. Le 15 décembre de l'année 1743, tôt dans la matinée alors qu'une bruine glaciale tombait sur Lyon, le comte de Villefort reçut dans son hôtel particulier un rapport de ses agents qui confirma ses soupçons les plus audacieux. Après des jours d'enquête intensive et discrète, ils avaient finalement identifié le serviteur bien vêtu avec qui Antoine s'était rencontré. Il s'agissait d'Étienne Roussel, valet personnel connu du prince héritier Louis-Philippe de France. En recoupant cette information avec des descriptions physiques détaillées et en consultant discrètement un portraitiste qui avait réalisé des œuvres du prince héritier, les agents de Villefort établirent avec certitude que le voyageur Antoine Moreau n'était autre que le prince royal lui-même,
vivant incognito parmi le peuple de Lyon depuis plus de 2 mois. Cette découverte remplit Villefort d'une satisfaction malveillante et d'une excitation calculatrice. Il réalisa immédiatement que cette information représentait un pouvoir immense. Il pourrait utiliser ce secret pour faire chanter le prince et obtenir non seulement la restauration de ses taxes annulées, mais également des faveurs politiques considérables à la cour. Alternativement, il pourrait révéler publiquement cette mascarade royale, créant un scandale qui humilierait profondément la monarchie et se vengerait ainsi de son humiliation au tribunal. Après une réflexion calculée, Villefort décida que la vengeance publique serait plus satisfaisante que le profit personnel, car elle détruirait également la relation évidente entre le prince et cette artisane impertinente qui avait osé le défier. Villefort organisa méthodiquement la révélation publique de l'identité du prince pour créer le maximum d'impact et d'humiliation. Il convoqua une assemblée extraordinaire des artisans et marchands du quartier des Canuts pour le 17 décembre, prétextant vouloir discuter publiquement des implications de la décision du tribunal et établir de nouvelles relations constructives avec la communauté artisanale. Cette annonce surprit beaucoup de gens étant donné l'hostilité évidente de Villefort, mais la curiosité attira une foule importante dans la grande salle de la Guilde des Tisseurs où la réunion devait avoir lieu. Marguerite et Antoine furent particulièrement invités par des messagers du comte, une invitation qui éveilla immédiatement les soupçons d'Antoine. Il sentait qu'un piège se refermait sur lui, mais ne pouvait refuser l'invitation sans éveiller encore plus de questions. La veille de l'assemblée, Antoine passa une nuit blanche dans sa chambre d'auberge, luttant avec la décision de révéler lui-même sa véritable identité à Marguerite, avant qu'elle ne l'apprenne d'une autre source. À plusieurs reprises, il prit la résolution de tout lui dire, mais chaque fois que son courage était sur le point de suffire, il imaginait l'expression de trahison et de douleur sur son visage bien-aimé, et les mots mouraient dans sa gorge. Il se convainquit qu'il restait encore une petite chance que Villefort n'ait rien découvert, que cette assemblée ne soit qu'une tentative d'intimider la communauté artisanale par d'autres moyens, et que repousser la confession difficile d'un jour de plus ne ferait pas de différence significative. Le 17 décembre arriva avec un ciel gris et menaçant qui semblait refléter le pressentiment sombre d'Antoine. La grande salle de la Guilde des Tisseurs était bondée lorsqu'il y entra avec Marguerite dans l'après-midi. Des rangées de bancs accueillaient plus de 200 artisans, marchands et leurs familles, venus par curiosité pour entendre ce que le comte de Villefort avait à dire après sa défaite humiliante au tribunal. L'atmosphère était tendue, mais également empreinte d'une satisfaction collective, les artisans se sentant pour la première fois en position de force face à un noble qui les avait longtemps opprimés. Marguerite, rayonnante de confiance et tenant la main d'Antoine, saluait les connaissances et acceptait gracieusement les félicitations de ceux qui admiraient son courage. Elle n'avait aucune idée de la catastrophe qui allait bientôt s'abattre sur son bonheur. Le comte de Villefort fit son entrée théâtrale, accompagné de 6 gardes en livrée et de plusieurs hommes que personne ne reconnaissait, des agents qu'il avait amenés spécifiquement pour cette révélation. Il monta sur l'estrade au fond de la salle avec un sourire suffisant qui fit frissonner Antoine de mauvais augure. Villefort commença son discours avec une fausse cordialité, félicitant ironiquement les artisans pour leur victoire juridique et reconnaissant que le tribunal avait parlé. Puis son ton changea progressivement, devenant plus venimeux alors qu'il parlait des mystères et des tromperies qui se cachaient parfois sous les apparences les plus innocentes. La salle devint progressivement silencieuse, sentant que quelque chose d'important allait être révélé. Villefort, savourant chaque instant de son triomphe imminent, fit signe à ses agents qui apportèrent des documents, et même un portrait à l'huile du prince héritier Louis-Philippe de France dans ses habits royaux. Le comte se tourna alors dramatiquement vers Antoine, le désignant du doigt avec une expression de satisfaction malveillante. D'une voix forte qui résonna dans toute la salle, Villefort déclara que le mystérieux voyageur Antoine Moreau, celui qui avait si brillamment défendu mademoiselle Dufresne au tribunal, n'était en réalité pas un roturier ordinaire, mais le prince héritier du royaume de France lui-même, fils du roi, vivant incognito parmi eux depuis des mois dans une mascarade insultante. Il présenta les preuves méthodiquement. Le témoignage de serviteurs royaux identifiant Étienne Roussel, la correspondance interceptée entre le valet et le palais, et surtout le portrait royal qui, lorsqu'on le comparait au visage d'Antoine, ne laissait aucun doute sur l'identité commune. Un murmure de choc et d'incrédulité parcourut l'assemblée comme une vague.
tous les regards se tournant vers Antoine dont le visage était devenu d'une pâleur mortelle. Mais c'était le visage de Marguerite qu'Antoine regardait, avec une angoisse déchirante, voyant l'incompréhension initiale dans ses yeux se transformer progressivement en réalisation horrifiée, puis en une expression de trahison si profonde qu'elle lui transperça le cœur comme une lame glacée. Marguerite se leva lentement de son banc, ses jambes tremblant visiblement, fixant Antoine avec des yeux où se mélangèrent le choc, l'incrédulité et une douleur qui semblait la déchirer de l'intérieur. D'une voix à peine audible qui se brisa sur chaque mot, elle demanda si c'était vrai, si tout ce temps il lui avait menti, sur qui il était vraiment. Antoine tendit les mains vers elle dans un geste implorant, essayant de s'approcher, mais elle recula comme s'il était devenu soudainement dangereux. Il tenta de s'expliquer, les mots se bousculant dans sa bouche avec désespoir, disant qu'il ne lui avait jamais menti sur ses sentiments, que son amour pour elle était la chose la plus vraie et authentique de toute sa vie, que son identité royale était précisément ce dont il avait voulu s'échapper, parce que cela l'empêchait de vivre véritablement. Mais Marguerite secouait la tête, des larmes commençant à couler sur ses joues, rejetant ses explications comme des manipulations supplémentaires d'un aristocrate qui s'était amusé avec les sentiments d'une artisane naïve. Elle prononça avec une voix brisée par les sanglots qu'elle s'était livrée complètement à lui, qu'elle lui avait donné son cœur avec une confiance totale, croyant qu'ils étaient égaux, deux personnes ordinaires s'aimant sans calcul ni protocole. Maintenant, elle réalisait avec horreur qu'elle n'avait été qu'un divertissement, une curiosité exotique pour un prince blasé cherchant des sensations nouvelles parmi le peuple. Comment pourrait-elle jamais croire un seul mot qu'il disait désormais, alors que leur relation entière était fondée sur un mensonge fondamental? Antoine essaya désespérément de la convaincre que ce n'était pas ainsi, que leur amour transcendait les barrières sociales, qu'il l'aimait véritablement et complètement, mais chaque parole semblait seulement approfondir le gouffre qui s'ouvrait entre eux. La salle était devenue complètement silencieuse. Tous les artisans présents regardant cette tragédie personnelle se déroulait devant eux, beaucoup ressentant de la sympathie pour Marguerite, dont l'humiliation publique était palpable. Certains commençaient également à regarder Antoine avec hostilité, voyant en lui un représentant de l'aristocratie qui les opprimait, un prince qui s'était moqué d'eux en se déguisant et en prétendant être l'un d'eux. Villefort, observant la scène avec une satisfaction évidente, ajouta cruellement qu'il espérait que cette révélation servirait de leçon à tous ceux qui avaient osé le défier, montrant que même leurs champions les plus admirés n'étaient que des imposteurs aristocratiques, jouant des jeux avec leur vie. Marguerite, incapable de supporter davantage cette humiliation publique et le regard de l'homme qu'elle avait aimé, se tourna brusquement et se précipita hors de la salle, bousculant les gens sur son passage. Antoine fit un mouvement pour la suivre, mais des mains le retinrent, des artisans en colère qui n'allaient pas laisser un prince royal courir après une roturière dans les rues comme dans une farce romanesque. Il lutta brièvement, mais réalisa l'inutilité de ses efforts, son cœur se brisant en 1000 morceaux alors qu'il entendait les pas de Marguerite s'éloigner rapidement. Dans les heures chaotiques qui suivirent, la situation se détériora rapidement. La nouvelle de la présence du prince héritier à Lyon se répandit à travers la ville comme une traînée de poudre, attirant des foules curieuses et également l'attention immédiate des autorités municipales. Le gouverneur de Lyon, horrifié d'apprendre que le prince royal avait vécu incognito dans sa juridiction sans protection appropriée, envoya immédiatement un détachement de gardes royaux pour assurer sa sécurité et l'escorter vers un logement digne de son rang. Antoine résista initialement, insistant qu'il devait parler à Marguerite, qu'il ne pouvait pas partir sans lui faire comprendre la vérité de ses sentiments. Mais le protocole royal était inflexible, et de plus, des messagers avaient déjà été envoyés à Versailles, informant le roi de la découverte de son fils. Antoine fut pratiquement forcé de quitter le quartier des Canuts, installé malgré ses protestations dans l'hôtel particulier du gouverneur sous garde constante. Il envoya Étienne à l'atelier de Marguerite avec des lettres passionnées expliquant toute l'histoire, suppliant son pardon, déclarant son amour éternel, mais toutes furent renvoyées non ouvertes. Marguerite avait fermé la porte de son atelier et refusait de voir quiconque, enfermé dans son chagrin et sa humiliation. Les voisins rapportèrent qu'on pouvait entendre ses sanglots tard dans la nuit, un son déchirant qui hantait le quartier entier. 3 jours plus tard, le 20 décembre, un carrosse royal arriva de Versailles avec une escorte complète de gardes
et un message impératif du roi ordonnant le retour immédiat de son fils pour répondre de son comportement scandaleux et remplir ses obligations dynastiques. Antoine n'avait plus le choix. Le matin de son départ, il fit une dernière tentative désespérée de voir Marguerite, se rendant personnellement à son atelier malgré les protestations de ses gardes. Il frappa à la porte avec une insistance désespérée, appelant son nom, suppliant juste quelques minutes de conversation. La porte resta fermée, mais il entendit sa voix à l'intérieur, tremblante mais déterminée, lui demandant de partir et de ne jamais revenir, disant qu'il avait déjà fait assez de mal et que la seule chose qu'il pouvait faire maintenant pour elle était de disparaître complètement de sa vie. Ces mots furent comme un coup de poignard dans le cœur d'Antoine. Il resta immobile devant la porte close pendant de longues minutes, sa main posée contre le bois, comme s'il pouvait sentir sa présence de l'autre côté, puis finalement, écrasé par le désespoir, il se retourna et marcha vers le carrosse qui l'attendait. Alors que le véhicule quittait Lyon, Antoine regardait par la fenêtre le paysage de la ville qui défilait, cherchant un dernier aperçu de l'atelier de Marguerite. Il portait toujours l'écharpe brodée qu'elle lui avait offerte enroulée autour de son cou, le seul souvenir tangible qu'il conserverait de l'amour le plus pur et authentique qu'il ait jamais connu, un amour qu'il avait détruit par son propre manque de courage pour dire la vérité à temps. Le retour à Versailles fut pour Antoine une descente dans un enfer psychologique, fait de reproches, de protocoles étouffants et de négociations matrimoniales qu'il ne voulait pas, mais ne pouvait pas refuser. Le roi, son père, était furieux, non pas tant par inquiétude paternelle pour la sécurité de son fils durant sa fugue, mais par l'embarras diplomatique que cette escapade avait créé. Les ambassadeurs autrichiens arrivaient à Versailles pour finaliser le contrat de mariage entre le prince héritier et la princesse Marie-Thérèse, avaient entendu des rumeurs sur le comportement scandaleux du prince et remettaient en question la stabilité et le sérieux de leur futur allié. Le roi convoqua Antoine dans ses appartements privés le lendemain de son retour pour une confrontation terrible où il exprima sa déception et sa colère avec une froideur glaciale plus douloureuse que n'importe quelle démonstration émotionnelle. Il accusa son fils d'avoir failli à ses devoirs les plus sacrés envers la couronne et le royaume, d'avoir risqué sa vie et dont la stabilité de la succession royale pour une fantaisie romantique indigne d'un prince. Lorsqu'Antoine tenta timidement d'expliquer qu'il avait découvert des injustices systémiques dans le royaume, que les rapports officiels ne révélaient jamais, que la noblesse provinciale abusait du peuple de manière qui minait l'autorité royale elle-même, son père rejeta ces observations comme des sentimentalités naïves d'un jeune homme influencé par des idées dangereuses. Le roi ordonna catégoriquement que le mariage avec la princesse autrichienne aurait lieu comme prévu dans 6 mois, et que jusqu'à cette date, Antoine devait rester à Versailles sous surveillance constante pour éviter toute nouvelle escapade embarrassante. Les semaines qui suivirent furent les plus sombres de la vie d'Antoine. Il accomplissait mécaniquement ses devoirs royaux, assistant aux réceptions diplomatiques, aux conseils d'État, aux audiences publiques, mais son esprit était constamment à Lyon avec Marguerite. Il se demandait obsessivement si elle allait bien, si son atelier prospérait après les événements tumultueux, si elle pensait parfois à lui avec moins de colère et plus de compréhension. Il écrivait lettre après lettre qu'il n'envoyait jamais, sachant qu'elle serait probablement retournée non ouverte comme les précédentes. L'écharpe brodée qu'elle lui avait offerte ne quittait jamais sa chambre privée, soigneusement pliée dans un tiroir de son bureau, où il la regardait chaque soir avant de se coucher, retraçant avec ses doigts les motifs délicats qui représentaient Lyon et se rappelant les moments de bonheur pur qu'il avait vécus là-bas. La perspective du mariage arrangé avec une princesse qu'il n'avait toujours pas rencontrée lui était devenue absolument insupportable, une prison dorée qui l'enchaînerait pour toujours à une vie sans amour ni authenticité. Mais plus profondément encore, son temps à Lyon avait fondamentalement changé sa compréhension de ce que signifiait être roi. Il avait vu de ses propres yeux comment les politiques de la couronne affectaient les gens ordinaires, comment la corruption et l'abus de pouvoir de la noblesse créaient des souffrances inutiles, et comment le système entier était conçu pour maintenir des privilèges injustes plutôt que pour servir le bien commun du royaume. Progressivement, une résolution commença à se former dans l'esprit d'Antoine, nourri autant par son amour pour Marguerite que par sa nouvelle conscience sociale. Il réalisa qu'il ne pouvait pas simplement retourner à sa vie antérieure comme si rien ne s'était passé.
acceptant passivement un mariage sans amour et perpétuant un système qu'il savait maintenant être profondément injuste. Mais il comprit également qu'abandonner complètement ses responsabilités royales serait une lâcheté qui ne résoudrait rien et priverait le royaume d'une chance de réforme. Il devait trouver un chemin qui honorerait à la fois son amour pour Marguerite et son devoir envers son peuple, un compromis révolutionnaire qui nécessiterait un courage immense et bouleverserait les traditions séculaires de la monarchie. Au début du mois de février de l'année 1744, Antoine demanda une audience privée avec son père, non pas en tant que fils soumis, mais en tant qu'héritier du trône ayant quelque chose d'important à communiquer. Dans le bureau privé du roi, face à un homme qui avait toujours été plus souverain que père, Antoine parla avec une éloquence passionnée et une détermination inébranlable. Il refusa catégoriquement le mariage avec la princesse autrichienne, un refus qui choqua le roi jusqu'au silence. Avant que son père puisse exploser de colère, Antoine continua rapidement, expliquant qu'il ne refusait pas par caprice mais par conviction profonde que la monarchie devait évoluer pour survivre. Antoine présenta à son père un argumentaire soigneusement construit, basé non pas sur ses sentiments personnels, mais sur des observations politiques et sociales qu'il avait faites durant son temps à Lyon. Il expliqua comment la corruption endémique de la noblesse provinciale créait un ressentiment populaire croissant, qui pourrait éventuellement menacer la stabilité du royaume entier. Il décrivit les abus du comte de Villefort et d'innombrables nobles similaires à travers la France, qui utilisaient leur position pour extorquer le peuple plutôt que pour servir la couronne. Il argumenta que la monarchie ne pouvait rester éternellement déconnectée des réalités vécues par ses sujets, et qu'un roi qui ne comprenait pas vraiment son peuple ne pouvait pas efficacement le gouverner. Antoine proposa une vision radicalement nouvelle de la royauté. Au lieu de rester cloîtré à Versailles, dans une bulle de protocole et de flatterie, le prince héritier devait régulièrement visiter les provinces, comprendre les conditions de vie réelles et utiliser son autorité royale pour corriger les abus et promulguer des réformes protégeant les plus vulnérables. Il suggéra l'établissement de nouvelles lois limitant les pouvoirs arbitraires de la noblesse locale, la création de tribunaux d'appel accessibles aux roturiers pour contester les injustices, et un système de taxation plus équitable qui ne permettrait pas l'extorsion systématique des artisans et commerçants. Le roi écoutait avec une expression indéchiffrable, oscillant entre l'incrédulité face à l'audace de son fils et une considération réticente que peut-être ses idées contenaient une certaine sagesse politique, même si elles heurtaient toutes les traditions établies. La négociation entre père et fils dura plusieurs heures et se répéta sur plusieurs jours, un processus épuisant émotionnellement pour les deux hommes. Le roi était profondément conservateur et résistait instinctivement à tout changement radical, mais il était également suffisamment pragmatique pour reconnaître que les arguments de son fils avaient un certain mérite politique. Il accepta finalement, avec une réticence évidente, de retarder indéfiniment le mariage autrichien sous prétexte de complications diplomatiques, évitant ainsi un scandale international immédiat. En échange, Antoine devait promettre d'assumer pleinement ses responsabilités en tant que prince héritier et de prouver que ses idées de réforme n'étaient pas de simples sentimentalités romantiques, mais des politiques pratiques et bénéfiques pour le royaume. Le roi autorisa également, avec un scepticisme manifeste, le projet révolutionnaire d'Antoine d'établir une résidence secondaire à Lyon, d'où il pourrait superviser personnellement la mise en œuvre de réformes pilotes dans la région. Cette permission était conditionnelle et pourrait être révoquée si le prince ne démontrait pas des résultats tangibles. Antoine accepta ces conditions avec une gratitude profonde, mais aussi avec la conscience aiguë qu'il venait de s'engager dans une voie difficile qui exigerait de prouver constamment la valeur de sa vision contre le scepticisme de la cour entière. Mais plus importante encore, ce compromis lui offrait une chance, aussi mince soit-elle, de retourner à Lyon et de tenter de reconquérir la confiance et peut-être même l'amour de Marguerite. Les préparatifs pour le retour d'Antoine à Lyon prirent plusieurs semaines, car il devait être organisé non pas comme une escapade secrète, mais comme une mission royale officielle, avec toute la dignité et l'autorité appropriées. Un décret royal fut promulgué, établissant de nouvelles limitations sur les pouvoirs de taxation des nobles dans les villes commerciales, reprenant essentiellement les arguments juridiques qu'Antoine avait utilisés pour défendre Marguerite, mais les étendant à l'échelle nationale. Le comte de Villefort fut spécifiquement réprimandé publiquement pour ses abus et perdit plusieurs de ses privilèges commerciaux dans la région lyonnaise,
Une satisfaction vengeresse pour Antoine, mais qui savait que la vraie victoire serait de créer un système qui préviendrait de tels abus à l'avenir, plutôt que simplement de punir un individu. Lorsqu'Antoine retourna finalement à Lyon au début du mois d'avril, ce fut dans des circonstances radicalement différentes de sa première arrivée 6 mois auparavant. Cette fois, il voyageait dans un carrosse royal arborant les armes du royaume, escorté par des gardes en uniforme de cérémonie, et sa venue avait été annoncée officiellement aux autorités municipales qui préparèrent une réception formelle. Mais malgré toute cette pompe officielle, le cœur d'Antoine battait avec la même nervosité que celle d'un jeune homme ordinaire allant demander pardon à la femme qu'il aime, car il savait que la partie la plus importante de son retour n'avait rien à voir avec les cérémonies officielles, mais tout à voir avec une certaine artisane du quartier des Canuts qui avait tous les droits de refuser de lui payer. Ardennais. La première chose qu'Antoine fit après s'être installé dans la résidence officielle préparée pour lui fut de se rendre personnellement à l'atelier de Marguerite, cette fois en plein jour et en habits royaux complets, ne cachant plus rien de son identité. Il arriva seul, ayant ordonné à ses gardes de rester à distance respectueuse, ne voulant pas intimider Marguerite par un déploiement de pouvoir royal. L'atelier semblait inchangé de l'extérieur, la même porte de bois avec sa petite enseigne brodée, les mêmes fenêtres donnant sur la rue étroite. Antoine frappa doucement, son cœur battant si fort qu'il pensait qu'il allait exploser. Il y eut un long silence, puis le bruit de pas hésitants, et finalement la porte s'ouvrit lentement. Marguerite se tenait dans l'embrasure, et Antoine fut frappé de constater à quel point elle semblait changer en 4 mois. Elle était toujours aussi belle, mais son visage portait les traces de souffrance, une gravité nouvelle dans ses yeux qui avait remplacé la joie insouciante qu'il se rappelait. Ils se regardèrent en silence pendant un long moment, un univers d'émotions non exprimées passant entre eux. Marguerite ne l'invita pas à entrer, restant dans l'embrasure comme une barrière physique contre son intrusion dans sa vie. Antoine, voyant sa réserve froide et la douleur encore vive dans ses yeux, ne tenta pas de forcer sa présence. Au lieu de cela, il fit quelque chose qu'aucun prince royal n'avait probablement jamais fait dans l'histoire de la monarchie française. Il s'agenouilla dans la rue poussiéreuse devant l'atelier d'une roturière, en pleine vue de tous les passants qui commençaient à se rassembler avec stupéfaction. Depuis cette position d'humilité totale, Antoine parla à Marguerite avec une sincérité déchirante qui venait du plus profond de son âme. Il reconnut sans excuse ni justification qu'il lui avait menti par omission sur son identité et que même si ses sentiments avaient toujours été authentiques, ce mensonge avait empoisonné la fondation de leur relation et lui avait causé une souffrance immense qu'elle n'avait jamais méritée. Il ne demandait pas son pardon immédiat, car il comprenait que la confiance, une fois brisée, ne pouvait être restaurée par de simples mots, mais seulement par des actions constantes et prouvées au fil du temps. Il expliqua que son temps avec elle, bref mais transformateur, lui avait montré ce que signifiait véritablement vivre et aimer, et que cette expérience avait changé fondamentalement sa compréhension de ce qu'un roi devait être pour son peuple. Il avait choisi de ne pas fuir ses responsabilités royales, comme il avait été tenté de le faire, mais plutôt de les transformer en utilisant son pouvoir et sa position pour corriger les injustices qu'elle lui avait aidé à voir clairement. Les réformes qu'il mettait en œuvre à travers le royaume étaient son héritage à elle, même si elle choisissait de ne jamais lui pardonner personnellement. Antoine conclut en disant qu'il établissait sa résidence à Lyon, non pas pour l'importuner ou la forcer à une réconciliation, mais parce que cette ville représentait pour lui le lieu de sa véritable naissance, en tant qu'homme, plutôt que simplement prince, et qu'il voulait consacrer sa vie à servir le peuple qu'il avait appris à comprendre et respecter grâce à elle. Il ne lui demandait qu'une seule chose, la permission de prouver par ses actions que son amour avait été réel, même si leur relation ne pouvait jamais être ce qu'elle avait été autrefois. Marguerite écouta ce discours avec des émotions visibles combattant sur son visage. Colère résiduelle, douleur toujours vive, mais aussi une reconnaissance réticente de la sincérité évidente dans les paroles et les actions d'Antoine. Elle ne répondit pas immédiatement, laissant le silence s'étirer pendant une durée qui sembla éternelle à Antoine, toujours agenouillé dans la poussière. Finalement, elle parla avec une voix contrôlée mais chargée d'émotion, disant qu'elle ne pouvait pas simplement effacer 4 mois de douleur et de trahison ressenties, que la confiance qu'elle avait placée en lui si complètement avait été brisée d'une manière qui nécessiterait beaucoup de temps pour guérir, si jamais elle guérissait complètement.
Elle ne savait pas si elle pourrait jamais le regarder, sans se rappeler l'humiliation de cette assemblée, où son monde entier s'était effondré devant une salle pleine de témoins. Mais elle reconnaissait également, avec une honnêteté douloureuse, qu'elle l'aimait encore malgré tout, et que cet amour persistant la frustrait et la confondait, car elle ne voulait pas aimer quelqu'un qui lui avait fait tant de mal. Elle n'était pas prête à lui pardonner immédiatement, ni à reprendre leur relation comme si rien ne s'était passé. Mais elle était prête, avec une prudence extrême, à lui donner l'opportunité de prouver ses paroles par des actions, non pas envers elle personnellement, mais envers les gens de Lyon et les artisans qu'il prétendait maintenant vouloir servir. Si ces actions se révélaient sincères et constantes au fil du temps, peut-être qu'un jour elle pourrait envisager de rouvrir la porte de son cœur, mais ce jour n'était certainement pas aujourd'hui. Les mois qui suivirent virent Antoine travailler avec une détermination inlassable pour transformer ses promesses en réalité concrète. Il établit un bureau officiel à Lyon, d'où il supervisait personnellement la mise en œuvre de réformes protégeant les artisans contre l'exploitation, créa des tribunaux d'appel accessibles aux roturiers pour contester les décisions injustes des nobles locaux, et révoqua les privilèges de plusieurs aristocrates corrompus qui abusaient de leur position. Il ne se contentait pas de promulguer des décrets depuis un palais distant, mais visitait régulièrement les ateliers, écoutait directement les préoccupations des artisans et commerçants et ajustait ses politiques basées sur leur retour. Cette approche révolutionnaire de la gouvernance royale choquait la cour de Versailles, mais gagnait progressivement le respect et l'affection du peuple lyonnais. Antoine apercevait parfois Marguerite à distance dans les rues du quartier des Canuts, mais il respectait sa demande d'espace et ne s'approchait jamais pour l'importuner. Il envoyait occasionnellement par Étienne de petites attentions anonymes, des commandes pour son atelier de la part de nobles de la cour qu'il avait discrètement persuadés, des informations sur de nouvelles techniques de broderie qu'il avait découvertes dans ses lectures, mais jamais rien d'ouvertement romantique ou de manipulateur. Il voulait qu'elle voie par des preuves tangibles que son engagement à servir le peuple n'était pas une simple stratégie pour reconquérir son affection, mais une transformation authentique de sa compréhension de son rôle royal. Progressivement, sur plusieurs mois, Marguerite observait ces changements avec une attention qu'elle essayait de dissimuler, mais qui était évidente pour ceux qui la connaissaient bien. Elle entendait les histoires d'autres artisans dont les situations avaient été améliorées par les interventions du prince, voyait comment les abus qui avaient été endémiques commençaient lentement à être corrigés, et reconnaissait malgré elle que les actions d'Antoine démontraient une sincérité qui transcendait toute manipulation romanesque. Son cœur, qui s'était endurci par l'autoprotection après la trahison douloureuse, commençait imperceptiblement à s'adoucir. Elle se surprenait à penser à lui non pas avec la colère qui avait dominé ses pensées durant les premiers mois, mais avec une nostalgie complexe pour ce qu'ils avaient à partager et une curiosité prudente sur ce qu'ils pourraient éventuellement reconstruire. Un jour d'octobre, presque exactement un an après leur première rencontre sur cette place du quartier des Canuts, Marguerite prit l'initiative qui changerait à nouveau le cours de leur vie. Elle se présenta sans annonce à la résidence officielle d'Antoine, demandant une audience privée. Lorsqu'il la vit dans l'antichambre, Antoine sentit son cœur s'arrêter, ne sachant pas si elle venait pour le rejeter définitivement ou pour autre chose. Marguerite le regardait avec une expression sérieuse, mais plus douce que lors de leur dernière rencontre. Elle lui dit simplement qu'elle avait observé son travail durant les mois écoulés, qu'elle voyait comment il avait transformé ses paroles en actions concrètes qui amélioraient réellement les vies des gens ordinaires, et que peut-être, juste peut-être, elle était prête à commencer lentement et prudemment à reconstruire ce qui avait été brisé entre eux. Les mois qui suivirent cette première réconciliation tentative furent une période de redécouverte délicate et prudente, très différente de la passion insouciante de leur premier amour. Antoine et Marguerite se voyaient régulièrement, mais toujours dans des contextes publics ou semi-publics, reconstruisant d'abord leur amitié et leur confiance mutuelle avant de considérer quelque chose de plus profond. Ils marchaient ensemble dans les jardins publics de Lyon, conversant longuement sur leurs expériences des mois de séparation, partageant leurs douleurs et leurs espoirs avec une honnêteté nouvelle et plus mature. Antoine parlait des difficultés de naviguer la résistance conservatrice de la cour à ses réformes, des compromis frustrants qu'il devait constamment négocier entre son idéalisme et les réalités politiques. Marguerite partageait comment elle avait lutté avec les sentiments contradictoires d'amour et de trahison, comment son atelier avait prospéré grâce aux réformes qu'il avait mises en place,
mais comment chaque succès lui rappelait douloureusement leur relation perdue. Graduellement, très graduellement, les barrières émotionnelles qu'elle avait érigées commencèrent à s'abaisser. Elle commença à voir Antoine non plus comme le prince qui l'avait trompé, mais comme l'homme complexe et imparfait qu'il était vraiment, quelqu'un qui avait fait des erreurs graves par lâcheté, mais qui travaillait maintenant avec une détermination admirable pour les corriger. Un soir d'hiver, alors qu'ils marchaient le long des quais de la Saône sous un ciel étoilé qui rappelait leur première promenade romantique un an auparavant, Antoine prit doucement la main de Marguerite dans la sienne. Elle ne la retira pas immédiatement comme elle l'aurait fait quelques mois plus tôt, mais la laissa reposer là, leurs doigts s'entrelaçant lentement, dans un geste qui signifiait bien plus que les mots ne pourraient jamais exprimer. La véritable réconciliation complète vint par un acte symbolique puissant, qui démontra l'engagement d'Antoine d'une manière que personne, y compris Marguerite elle-même, n'avait anticipée. Au printemps de l'année 1745, Antoine convoqua une assemblée officielle dans la grande salle du palais de justice de Lyon, la même salle où Marguerite avait remporté sa victoire juridique contre Villefort et où, ironiquement, leur relation avait commencé à se former. Devant une foule de centaines d'artisans, de marchands, d'officiels municipaux et même de plusieurs nobles de la cour qui avaient voyagé depuis Versailles par curiosité, Antoine fit une annonce qui choqua absolument tout le monde présent. Il déclara officiellement qu'il renonçait à son statut d'héritier direct du trône de France en faveur de son cousin cadet, un acte révolutionnaire sans précédent dans l'histoire de la monarchie. Cette décision avait été longuement négociée avec son père, le roi, durant les mois précédents, une négociation difficile et émotionnelle qui avait finalement abouti à un compromis extraordinaire. Antoine conserverait son titre de prince royal et une position officielle importante dans le gouvernement du royaume, mais il ne serait plus l'héritier direct obligé de contracter un mariage dynastique avec une princesse étrangère. Cette libération de l'obligation matrimoniale royale lui permettrait, s'il le souhaitait, d'épouser selon son cœur plutôt que selon les nécessités politiques. Le prix de cette liberté était élevé. Il renonçait à la couronne elle-même, au pouvoir suprême qu'il aurait un jour exercé en tant que roi. Mais pour Antoine, ce n'était pas un sacrifice, mais une libération, car il avait appris durant son temps à Lyon que le véritable pouvoir de changer les choses ne résidait pas nécessairement dans le port d'une couronne, mais dans le service authentique et la connexion réelle avec le peuple. Après avoir fait cette annonce publique, qui laissa l'Assemblée dans un silence stupéfait, Antoine descendit de l'estrade et marcha directement vers Marguerite qui se tenait parmi la foule, les larmes coulant librement sur ses joues alors qu'elle comprenait l'énormité de ce qu'il venait de faire. Devant tous ces témoins, dans un écho inversé de ce moment humiliant un an auparavant où sa véritable identité avait été révélée et leur amour détruit publiquement, Antoine s'agenouilla une fois de plus devant elle. Mais cette fois, au lieu de demander pardon, il demanda sa main en mariage, non pas comme un prince héritier cherchant une alliance politique, mais comme un homme amoureux cherchant à passer sa vie avec la femme qui lui avait appris ce que signifiait véritablement vivre avec intégrité et authenticité. Il sortit de sa poche l'écharpe brodée qu'elle lui avait offerte plus d'un an auparavant, maintenant soigneusement préservée, mais portant les marques du temps et de ses manipulations fréquentes durant les mois de séparation, et il l'enroula symboliquement autour de leurs mains jointes, en attendant sa réponse. Marguerite, submergée par l'émotion et la reconnaissance de ce sacrifice immense qu'il avait fait, non pas pour la manipuler, mais parce qu'il avait véritablement changé sa compréhension de ce qui donnait du sens à une vie, accepta à travers ses larmes. L'Assemblée explosa en applaudissements et acclamations, témoin d'un moment historique où l'amour avait triomphé des barrières sociales les plus rigides de la société française. Le mariage entre le prince Louis-Philippe et l'artisane Marguerite Dufresne eut lieu 3 mois plus tard dans une cérémonie qui mélangeait les traditions royales et les célébrations populaires d'une manière qui n'avait jamais été vue auparavant. La cérémonie officielle se déroula dans la cathédrale Saint-Jean de Lyon, en présence de dignitaires royaux et ecclésiastiques, mais elle fut suivie d'une célébration massive dans les rues du quartier des Canuts, où des milliers d'artisans, de commerçants et de citoyens ordinaires se joignirent aux festivités. Antoine portait ses habits royaux, mais avait insisté pour que la cérémonie soit sobre et accessible plutôt que somptueuse et exclusive. Marguerite était magnifique dans une robe de soie blanche qu'elle avait elle-même brodée avec des motifs représentant l'histoire de leur amour. Les toits de Lyon où tout avait commencé, les archives où ils avaient travaillé ensemble,
la salle du tribunal où ils avaient combattu l'injustice, et finalement 2 mains entrelacées, symbolisant leur union malgré tous les obstacles. Le roi, bien que réticent et manifestement inconfortable avec cette alliance révolutionnaire, assista à la cérémonie pour montrer son soutien officiel à son fils, reconnaissant que ce mariage extraordinaire avait capturé l'imagination populaire d'une manière qui renforçait paradoxalement, plutôt qu'affaiblissait la position de la monarchie, en montrant son humanité et sa capacité d'évolution. Antoine et Marguerite établirent leur résidence permanente à Lyon, dans une maison élégante mais non ostentatoire du quartier où ils s'étaient rencontrés. Antoine continua son travail de réforme administrative, utilisant sa position royale pour implémenter des changements progressifs à travers le royaume, qui protégeaient les droits des artisans et limitaient les abus de la noblesse locale. Marguerite maintint son atelier de broderie qui prospéra et s'agrandit, devenant finalement une école réputée où elle formait de jeunes apprentis dans l'art délicat qu'elle maîtrisait. Ensemble, ils créèrent un modèle nouveau de ce que pouvait être la royauté. Non pas une institution distante et déconnectée flottant au-dessus du peuple, mais un service engagé enraciné dans la compréhension réelle des vies ordinaires. Leur mariage produisit 3 enfants au fil des années, élevés avec une conscience unique de leurs 2 héritages, enseignés à valoriser autant le travail honnête et la compétence artisanale que les responsabilités du service public et le privilège de la position sociale. L'histoire de leur amour devint légendaire, racontée et re-racontée à travers la France comme un conte démontrant que même les barrières sociales les plus rigides pouvaient être transcendées par l'amour authentique et le courage de choisir l'intégrité personnelle plutôt que la conformité aux attentes. Antoine vécut jusqu'à l'âge de 72 ans, mourant paisiblement dans les bras de Marguerite après 44 années de mariage heureux qui avaient défié toutes les conventions de leur époque. Marguerite lui survécut de 7 ans, continuant leur travail de réforme sociale et de soutien aux artisans jusqu'à sa propre mort tranquille entourée de ses enfants, petits-enfants et d'innombrables apprentis dont les vies avaient été touchées par son enseignement généreux. L'héritage de Louis-Philippe et Marguerite transcenda largement leurs vies individuelles. Les réformes qu'Antoine avait initiées durant son temps à Lyon devinrent un modèle pour d'autres régions du royaume, créant progressivement un système de gouvernance plus équitable qui réduisait les pires abus de l'aristocratie. Leur histoire inspira d'autres nobles à remettre en question les privilèges injustes de leur classe et à considérer leurs responsabilités envers le peuple qu'ils gouvernaient. Plus important encore, leur mariage établit un précédent qui, bien que restant exceptionnel, démontrait que les barrières de classe n'étaient pas des lois naturelles immuables, mais des constructions sociales qui pouvaient être contestées et surmontées. Des décennies après leur mort, lorsque la Révolution française balayerait éventuellement l'Ancien Régime, les historiens regarderaient en arrière vers le prince qui avait renoncé à la couronne par amour et vers l'artisane qui lui avait appris la valeur de l'authenticité comme des précurseurs d'une transformation sociale plus vaste. Leur histoire prouvait que le changement significatif commence souvent non pas avec les grandes révolutions violentes, mais avec les choix courageux d'individus qui refusent d'accepter que les choses doivent toujours rester comme elles ont toujours été, qui osent imaginer un monde différent et qui travaillent patiemment, persistamment, pour transformer cette imagination en réalité. Si cette histoire du prince Louis-Philippe et de l'artisane Marguerite vous a touché, si vous croyez comme eux que l'amour véritable et le courage personnel peuvent transcender même les barrières sociales les plus rigides, alors commentez le mot « liberté » ci-dessous. Partagez cette histoire extraordinaire avec ceux qui apprécient les récits authentiques d'amour et de transformation sociale tirés des archives secrètes de la monarchie française. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires fascinantes des cours royales, où l'humanité triomphe du protocole, où le cœur défie la couronne, et où les choix courageux d'individus ordinaires et extraordinaires ont façonné le cours de l'histoire. L'héritage de Louis-Philippe et Marguerite nous rappelle que nous avons tous le pouvoir de choisir l'authenticité, plutôt que la conformité, l'amour plutôt que le calcul, et le service authentique plutôt que le privilège vide. Que leur histoire inspire votre propre courage de vivre selon vos valeurs les plus profondes, peu importe les obstacles que la société place devant vous.